vous d'être présents parmi nous. Merci à nos distingués panélistes. Aujourd'hui, nous allons parler de cette thématique critique pour le pays. Donc, comment gérer les eaux pluviales dans un projet intégré. Moi, j'ai intitulé ce panel, enfin en tout cas en préparant le panel, le paradoxe des extrêmes. Je pense qu'Amandine en parlait juste avant. Les extrêmes parce que notre réalité aujourd'hui, c'est justement d'alterner entre des périodes de sécheresse, mais aussi des périodes de pluie torrentielle, voire des cyclones intenses. Nous sommes en plein cœur du changement climatique et pour ceux qui connaissent un peu plus la partie technique, la perturbation du cycle de l'eau est une des conséquences principales du changement climatique. Donc, bien sûr, c'est un panel interactif. Je vais poser quelques questions à mes panélistes, mais n'hésitez pas, vous aussi. Peut-être en milieu de séance, on va faire un petit tour de table pour voir s'il y a des questions, mais n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc, avant de démarrer avec les questions aux panélistes, je pense qu'il est important de parler, d'énoncer quelques faits importants. Donc, Maurice, bien sûr, comme vous le savez, considéré comme un pays en situation de stress hydrique, mais qui doit faire face à ces deux extrêmes. Donc, comme je disais, sécheresse et pluie torrentielle. Aussi, de temps en temps, un peu plus souvent maintenant, les chaleurs étouffantes. Et donc, bonjour la facture énergétique et les pics de consommation. Je pense qu'on en a eu un la semaine dernière. Et ce paradoxe des extrêmes, on est en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. En ce moment, bien sûr, la sécheresse, le niveau de nos réservoirs qui est descendu sous la barre des 40%. Donc, nous sommes passés en phase 2 d'alerte sécheresse avec les mises en place de mesures restrictives pour économiser le précieux or bleu, sans compter toute la partie des infrastructures vieillissantes qui font qu'on perd une bonne partie de notre eau avant qu'elle arrive chez nous. Mais en même temps, il y a tout juste un an, vous vous souvenez bien sûr de l'épisode Bellal, où bon nombre d'entre nous ont vécu une journée horrible. Certains étaient restés coincés dans leur voiture, certains ont vécu des expériences traumatisantes. Tout ça, bien sûr, avec le milliard de roupies en termes de dégâts et de manque à gagner. Donc, Maurice, aujourd'hui, avec son état de développement, avec une explosion d'urbanisation, du marché immobilier, de la construction, qui a augmenté, bien sûr, les surfaces imperméables, et une certaine aussi, je vais utiliser le mot, gentrification de la population qui augmente nos besoins en eau, le nombre de personnes qui vont dans les villes, qui fait que la gestion durable de l'eau est devenue de plus en plus importante. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions qu'Amandine a évoquées précédemment. Comment est-ce que ces projets urbains peuvent contribuer à une gestion durable des ressources en eau et quels sont les projets, quelles sont les leçons à tirer des projets mauriciens existants et comment est-ce que l'île Maurice s'adapte à cette problématique de la gestion de l'eau. Donc pour démarrer, je vais vous proposer de prendre un peu de hauteur et de voir un peu la problématique au niveau du pays. Et pour ça, je vais poser une première question à notre panéliste Michal. Michal qui, comme disait Amandine, ingénieur hydraulique, qui travaille pour une entreprise qui s'appelle CETEC à Maurice, une filiale d'une entreprise française en termes d'ingénierie hydraulique et eau pluviale. Donc, Michal, bienvenue à vous, merci de faire partie de ce panel. Votre organisation a récemment été impliquée dans des études, notamment financées via l'AFD, sur la thématique de la gestion des eaux pluviales à Maurice, / des zones inondables. Est-ce que, dans ce contexte de changement climatique qui, comme vous le savez, exacerbe le problème, est-ce que le pays aujourd'hui est équipé pour gérer efficacement ces épisodes pluvieux extrêmes et quelles sont peut-être les dimensions qui nécessitent, si vous voulez, une attention particulière des porteurs de projets, des autorités, dans le cadre de la gestion durable des eaux, des ressources en eau? Bonjour, merci Stéphane pour votre question. Alors effectivement, CETEC Maurice, sous financement de l'AFD, avait travaillé sur différents projets liés aux eaux pluviales, dont la rédaction du cahier des charges du Land Drainage Master Plan, qui a fait couler beaucoup d'encre récemment et encore ces derniers temps, et sur différents sites dans un but d'essayer d'apporter une contribution, notamment sur les questions sociales et environnementales, dans la gestion des eaux pluviales. C'est souvent un petit peu l'angle mort de ces projets-là. Et à la question de savoir si nous sommes prêts,
Ben, si je me fonde sur les images qu'on a vues il y a un an à Port-Louis, je serais tenté de dire que non, nous ne sommes pas prêts à faire face. Mais disons que cet événement lui-même très spécifique en termes de climatologie et de combinaison d'événements, dans un contexte lui-même assez spécifique pour Louis, qui est entre la mer et la montagne, j'ai envie de dire que ça ne reflète pas nécessairement l'énergie et les initiatives qui existent et qui sont en place. À savoir que le pays est aujourd'hui équipé d'un LIMP, d'un Electric Master Plan, qui, d'après les derniers développements, serait mis à disposition du public. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Il y a quelques semaines, à Business Mauritius, on nous a présenté une initiative à Pointe-Desny, qui consistait à mettre en œuvre des techniques un petit peu innovantes pour la gestion des eaux pluviales, pour intégrer ce sujet-là le plus en amont possible des projets. Notre collègue Samuel aussi pourrait évoquer le cas de Mocha Smart City. Donc je dirais qu'il y a une ambivalence, quoi. C'est qu'il y a la prise de conscience est là, on le sent avec les acteurs privés comme publics. Les outils se mettent en place. Cela dit, il y a peut-être toujours des choses à améliorer, notamment en termes d'orchestration, peut-être à l'échelle nationale, des principes de mise en œuvre et de la gouvernance un peu plus long-termiste et prédictive, on va dire. À savoir, voilà, aujourd'hui, les initiatives privées, elles vont dans le bon sens, mais elles ne sont peut-être pas nécessairement chapeautées à échelle nationale. Il n'y a peut-être pas encore une sorte d'impulsion pour que ce soit, pour l'échelle, prenne un peu d'ampleur. Merci Michel. Je pense que vous aviez à un moment donné des visuels à faire passer aussi. Oui, tout à fait. Alors j'avais commencé par dire qu'il y avait encore de nombreux défis à répondre. Donc l'image du dessus, c'est Bilal, c'est ce qui s'est passé à Marie-Reine de la Paix. On est sous la montagne des Signaux, c'est le grand drain qui longe Marie-Reine de la Paix, qui a été fortement dégradé suite à l'événement de janvier 2024. Et en dessous, c'est un petit peu plus tôt, c'est à 4 bornes en mars 2022, à côté du cimetière Saint-Jean. Donc, souvent, quand on aborde la question des eaux pluviales, un des premiers réflexes, c'est on construit des drains. Je crois que même le budget d'avant, il a été surnommé budget drain parce qu'il y avait des milliards d'argent qui étaient injectés sur ce sujet-là. Donc, nous, on constate qu'effectivement, il y a certaines situations qui nécessitent des aménagements d'infrastructures. Mais peut-être que ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que ce sujet-là va bien au-delà de la construction des drains. La question des eaux pluviales va toucher à l'aménagement du territoire, à la gouvernance, à la question de la gestion des déchets solides. On a tous vu les images de la montagne de déchets au Coudan l'année dernière après Bilal. Donc voilà, un des sujets, c'est de voir un petit peu le big picture, comme on pourrait dire. Et peut-être une des thématiques qui nous concernerait, nous, et à laquelle nous on a été confrontés, c'est la question de l'urbanisation que vous évoquiez avant. Donc, le Maurice est en développement et ce développement s'accompagne de consommation de foncier. J'ai une petite slide à côté qui montre FLAC est un des sites sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre du financement avec l'Agence française de développement. FLAC est un secteur assez particulier parce sa zone amont est relativement pentue et il y a la mer en aval et il y a beaucoup de petits cours d'eau au droit desquels on a construit parfois très très près des rivières, au détriment peut-être d'une forme de principe de précaution assez de base. Et typiquement, on se heurte dans ce genre de cas à des situations qui sont très difficiles parce que les maisons sont construites, les gens vivent là depuis des années, ils sont inondés. Et c'est très dur de mettre en place des solutions, ou même, on va dire, peut-être de tout ce qui serait un petit peu green infrastructure, sustainable urban drainage system, des systèmes un peu plus verts, on va dire, que du drain béton. Donc, on va dire que la bonne volonté et les initiatives peuvent parfois, dans certains contextes, se heurter à des réalités passées. Et peut-être que tout l'enjeu maintenant, c'est sur ce qui serait à venir, c'est de pouvoir intégrer ces questions-là le plus en amont possible dès la phase de conception du projet. À savoir, si on sait que dans une zone soumise à un risque d'inondation, on peut l'évaluer, le quantifier et aménager le projet pour minimiser le risque à venir.
Merci Michel pour ces explications très claires. Ça me fait penser à quelque chose, ça m'a interpellé ce que vous disiez par rapport à ce short circuit qu'on peut faire quand on pense à inondation, eau pluviale, on pense à drain, tout de suite. Alors aujourd'hui, vous parliez juste avant de sensibilisation, de par le travail que vous avez effectué avec le groupe CETEC. Est-ce qu'aujourd'hui, cette connaissance de la gestion des eaux pluviales, au-delà du simple drain qui est devenu comme un automatisme qui est évoqué par tout le monde, est-ce que cette connaissance un peu plus pointue, elle existe à Maurice? On parle par exemple aujourd'hui beaucoup de Nature Solutions, vous avez parlé d'aménagement de drains verts, etc. Est-ce que cette connaissance-là, elle existe? Et vous parliez aussi juste avant peut-être de mécanismes de gouvernance à mettre en place. Qu'est-ce qui est à améliorer aujourd'hui, en toute bienveillance bien sûr, comme disait Amandine ce matin, mais selon votre expérience, voilà, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment avancer ensemble et quel est le degré de compréhension technique, je dirais, de toutes les parties prenantes sur cette thématique à Maurice? Effectivement, c'est une bonne question et merci de l'évoquer. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, c'est une caricature, mais la gestion des eaux de pluie, il fut un temps, ça consistait à faire des drains au bord de la route, quoi. C'était des dimensionnements standards et c'était ça l'aménagement. C'est une réalité qu'on a beaucoup évolué et que tous les acteurs, privés comme publics, sont sensibilisés et mettent en avant. Nous, on le voit au quotidien dans notre travail, concrètement, dans nos cahiers des charges, on voit qu'il nous est demandé de faire appel à des techniques Nature-Based Solutions et d'avoir ces perspectives-là. Donc oui, la prise de conscience est là et le degré de compréhension, il est bien meilleur qu'on va dire qu'avant. Cela dit, peut-être s'il y a un point qu'il faudrait peut-être soulever, c'est la question de la gouvernance. Je vais faire un parallèle avec l'eau et les eaux usées. Par exemple, la CWA, l'eau potable, elle a la CWA. Les eaux usées, elles ont le Wastewater Management Authority. Les rivières, elles ont le Water Resources Unit. Et les eaux pluviales, c'est un peu plus flottant. Il y a la Land Drainage Authority qui met en place des policiers, qui agit comme autorité régulatrice, organisatrice, mais ce n'est pas encore une forme de bras armés d'organismes gestionnaires d'un ensemble d'infrastructures d'eau pluviale. Alors que peut-être ce qui se passerait ailleurs, c'est que ces infrastructures-là, elles sont vraiment cartographiées, répertoriées, et elles font l'objet d'une gestion par un organisme dédié. Donc voilà, si je devais dire qu'il y avait une marge de progrès qui est un petit peu limitée aujourd'hui, c'est ce côté-là. Cela dit, tout le monde, enfin, c'est des choses qui sont neuves. Hein. La Land Drainage Authority, si je ne me trompe pas, elle a été créée en avril 2017. Donc, les choses vont dans le bon sens. Il y a une prise de conscience, la connaissance, elle est là. C'est les solutions nature-based, c'est des choses qui sont bien documentées, qui sont étudiées par ailleurs depuis assez longtemps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a la connaissance, il y a la volonté, il y a les acteurs qui sont présents, les acteurs étrangers viennent aussi. Donc, je veux dire qu'il y a une forme d'écosystème qui existe, qui est prêt. Mais malheureusement, en certains contextes, ça va se heurter à la réalité. Concrètement, j'ai aussi travaillé sur Port-Louis. Port-Louis, c'est rempli partout. C'est compliqué. Donc voilà, dans la mesure du possible, il y a beaucoup de sites, beaucoup d'initiatives où c'est possible de faire différemment, de faire appel à d'autres techniques. Et parfois, on est face à la réalité, à savoir que des contraintes en termes d'urbanisme, des attentes fortes de la population. C'est-à-dire que malheureusement, certaines personnes, certains endroits sont très inondés très souvent et on subit une forme de pression un peu de dire il faut que ça aille vite et efficace. Donc voilà, il y a ces deux poids, c'est une sorte d'ambivalence à laquelle on est face au quotidien. Merci Michel pour cet état des lieux très éclairant. Donc si je résume, il y a quand même pas mal de challenges, mais aussi un côté positif parce que pas mal d'initiatives encourageantes et des projets aussi que l'on peut qualifier d'exemplaires, en tout cas dans le cadre de Sunref qui ont été financés. On en parlera un peu plus avec Samuel tout à l'heure, mais pour le moment, je vais me tourner vers
Eva, qui elle aussi ingénieure hydraulique, qui travaille dans un cabinet qui s'appelle Artelia, basé à La Réunion, et qui a eu l'opportunité notamment de travailler sur quelques projets à Maurice financés via Sunref. Donc, petite question, Eva, avec cette expérience de projets spécifiques sur lesquels vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez vu l'évolution de la maturité des porteurs de projets sur cette thématique de la gestion de l'eau intégrée? Est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'à Maurice, on a des projets exemplaires en termes de gestion des eaux pluviales, en termes de gestion des eaux usées, etc. Parlez-nous un peu de votre expérience de tout ça. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Donc moi j'ai travaillé sur 3 projets à l'île Maurice, donc les Smart Cities de Moka, le projet Pointe-Desny et la Victoria Station. Donc je pense que ce sont des projets qui sont assez aboutis sur la question de la gestion des eaux pluviales. Donc moi j'ai l'impression que sur ces projets-là, en tout cas, il y a vraiment une prise de conscience des enjeux, et il y a des réponses qui sont clairement apportées. Donc par exemple, sur ces 3 projets, on voit qu'en phase amont, dès le démarrage du projet, on a fait attention à bien prendre en compte le risque inondation. Donc ça passe vraiment par la détermination de ce risque. On essaye de regarder, est-ce qu'on est à côté d'un cours d'eau, comment il déborde, est-ce qu'on est à proximité d'une zone humide, par exemple Pointe-Desny. Donc l'objectif là, qui est vraiment primordial, c'est de caractériser le risque pour adapter le projet à ce risque-là. On voit sur la photo de droite, donc là c'est sur le projet de Victoria Station, où là on a une problématique qui est plus le ruissellement urbain non maîtrisé, donc avec des drains qui sont de capacité insuffisante. Donc les projets prennent bien en compte cette contrainte et proposent des mesures d'adaptation qui peut être la rehausse du premier plancher des bâtiments par exemple, pour ne pas être inondés. Un des enjeux aussi, à mon sens, c'est de vérifier qu'on ne vient pas aggraver ce risque-là en aval par la mise en place du projet, donc notamment en restreignant le champ d'expansion des crues. Forcément, ça aura un impact en aval. Donc, en tout cas, moi, sur mes projets, c'était bien pris en compte. Il y a un deuxième volet, je pense, qui est le volet au sein du projet. Comment gérer les eaux? Donc on a beaucoup parlé de drains, qui sont les mesures classiques. On calcule les débits de crue, on capte les eaux et puis on les redirige vers un exutoire. Donc ça c'est très bien parce que ça permet de mettre hors d'eau la zone de projet. Néanmoins, si on ne fait rien, on sait que dès qu'on imperméabilise un site, en fait on vient augmenter les débits rejetés en aval et donc on aggrave la situation en aval. Il existe des techniques assez simples et je dirais qui peuvent être assez peu coûteuses qui sont mises en place dans les projets que j'ai pu étudier. Donc c'est un petit peu, j'ai essayé de vous mettre là sur la slide des exemples. Alors c'est pas forcément des photos prises à l'île Maurice, mais en tout cas ça a été proposé dans les 3 projets que j'ai pu étudier. Donc l'idée, au travers de nous, de bassins d'infiltration essentiellement, donc c'est de donner une capacité de stockage à un ouvrage hydraulique, de pouvoir temporairement stocker les eaux et de pouvoir les infiltrer donc de façon plus douce dans le sol et les rejeter à un débit limité à l'exutoire. Donc généralement, on aime bien rejeter pas plus que l'état initial pour ne pas aggraver. Donc on voit que, donc par exemple, plutôt sur les images du milieu, où là on a des structures alvéolaires, je crois, qui ont été mises en place sur Smart City, par exemple, de Moka. Donc là, c'est sur des zones où on est assez contraint en termes de foncier. On peut mettre en place des structures enterrées, des ouvrages enterrés qui permettent de construire au-dessus. Et après, on a des solutions de bassins aériens qui peuvent vraiment être intégrés dans les projets et être valorisés. Ça fait des espaces verts où on peut planter, en même temps on accueille la biodiversité. Donc voilà, des réponses plutôt positives en fait à ce risque. Voilà, donc sur les projets que j'ai eu la chance d'étudier, on avait aussi des choses très intéressantes sur la récupération des eaux pluviales. C'est vrai que c'est des choses qui se font
pas beaucoup encore en France, donc j'étais assez... Voilà, c'était assez bien de voir qu'ici, c'est quelque chose qui est plutôt habituel. Donc, en tout cas, récupérer les eaux pluviales, généralement, c'est pour les usages de toilettes et pour arroser les espaces verts. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de diminuer les consommations en eau pour préserver la ressource. Voilà un petit peu donc tout ce que j'ai pu voir sur les projets et qui était plutôt positif pour dire que à l'île Maurice, en tout cas, vous savez faire et il faut poursuivre là-dedans. Merci Eva, donc très positif. Tout ça, des projets aujourd'hui qui sont mis en œuvre avec les techniques, les technologies pour permettre de bien gérer durablement cette ressource précieuse. Mais justement, vous évoquiez au tout début l'importance de ne pas aggraver le problème ou déplacer le problème. Quand on parle de gestion d'eau pluviale, par exemple, c'est une thématique qui tourne autour de l'adaptation. On parle aussi d'une terminologie qui est peut-être moins connue, qu'on surnomme la maladaptation. Comment est-ce qu'on arrive à être sûr sur tout un site de développement de ne pas justement transférer le problème ailleurs et de ne pas mal adapter l'infrastructure au problème? Alors là, je dirais c'est notre travail à nous, ingénieurs, et au travers des exemples que je vous ai partagés, on voit qu'on sait le faire en mettant en place les mesures qui ont été abordées. Alors peut-être que pour aller un petit peu plus loin, c'est vrai que, alors moi, j'ai pas une très bonne connaissance de ce qui est en place sur l'île Maurice, mais tu en as un petit peu parlé, Michel, tout à l'heure. Nous, c'est vrai que donc, pour voir le parallèle avec la France, on a quand même peut-être des outils qui nous aident dans cette démarche-là, qui pourraient être mis en place sur l'île. On a notamment des plans guides qui nous permettent de dimensionner de façon assez homogène sur le territoire ces ouvrages de gestion des eaux pluviales. On a aussi des plans de prévention des risques. Alors, je ne sais pas si ça existe. Ah non, pardon. Excusez-moi. Je ne sais pas si ça existe à La Réunion, je ne pense pas. Pardon, sur l'île Maurice encore. Mais donc nous, par exemple, en France, on a donc un plan de prévention du risque inondation, donc qui est fait à l'échelle des communes et qui décrit vraiment quelles sont les zones à risque. Donc là, on est uniquement sur les débordements liés aux cours d'eau ou aux zones humides. On n'est pas sur du ruissellement urbain qui serait lié plutôt à des réseaux mal dimensionnés. Et donc ça, c'est vrai que pour nous, techniciens, généralement, on fait référence à ces plans-là. Donc on voit qu'on a différents niveaux d'aléas, c'est assez détaillé. Donc on a des zones rouges complètement inconstructibles qu'on va essayer d'éviter. Et puis après, on a des zones d'aléas moyens et faibles sur lesquelles on a des prescriptions qui permettent en fait de prendre en compte de ce risque et de s'adapter. Donc c'est notamment des niveaux de premier plancher à respecter, à plus 50 cm ou plus 1 mètre en fonction des zones. Veiller par exemple à laisser le libre écoulement des eaux pour ne pas aggraver chez le voisin. Voilà. Et puis on a la possibilité, à l'aide d'études hydrauliques un petit peu plus poussées, d'affiner ce risque. Et donc voilà, d'adapter la contrainte. Donc voilà, peut-être que l'île Maurice pourrait se doter d'outils qui permettraient aux ingénieurs et aux techniciens d'aller un petit peu plus loin et surtout d'avoir des études un petit peu plus homogènes à l'échelle du territoire. Merci Eva, très intéressant, ça me fait penser à quelque chose. Donc là, on est sur une cartographie des zones à risque. Donc un peu ce que les équipes de CETEC ont pu travailler comme rapport, comme étude pour le pays. Est-ce que vous parliez de ce qui se fait à La Réunion? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des synergies possibles entre les experts à La Réunion, les experts à Maurice, les différents corps étatiques pour homogénéiser la compréhension et les actions derrière pour que tout ça soit vraiment pérenne comme action? Est-ce qu'il y a un potentiel de synergie avec le territoire de La Réunion? C'est une question que je pose comme ça, ce n'était pas prévu, hein, mais je trouve ça très intéressant.
J'aurais tendance à dire oui, puisque je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, c'est au travers de Sunrêve, donc c'est vraiment voilà, sur quelques projets. Après, on a un territoire qui, hydrologiquement, enfin, comme on est à côté, hydrologiquement, il y a des similitudes et c'est vrai qu'on pourrait s'inspirer les uns des autres. Après, je pense quand même qu'on a un fonctionnement très différent. Voilà, en France, on a beaucoup de règles, on a l'État qui instruit tous les dossiers dès qu'on a un projet d'aménagement. Voilà, c'est pas la même façon. Encore le cas ici. Ouais. Ouais. Mais pourquoi pas? Très bien. Merci. À bon entendeur, il y a moyen de coopérer. Je vais passer maintenant à Samuel qui va nous parler de l'expérience concrète de Moka. Donc Samuel qui est responsable des développements projets, des développements urbains de Moka et Savannah Smart City, qui, dans le cadre de Moka, a bien sûr, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, où vous interveniez aussi déjà, a été financé en partie par Sunrêve sur le volet adaptation. Alors, parlez-nous concrètement de Moka. Comment est-ce que cette thématique de gestion durable des eaux est intégrée dès la conception même d'un développement d'une telle envergure? Et quelles sont les difficultés que vous avez eu à surmonter dans tout ça? Parce que je suppose que ça a dû être un long parcours du combattant, prendre son bâton de pèlerin, aller voir tout le monde, pour faire la liaison. Voilà, partagez-nous cette expérience et voilà, les difficultés et ce que vous avez dû mettre en place pour aller au bout de ce chemin. Merci Stéphane et bonjour à tous. Alors, le parcours n'est pas encore fini, c'est un long parcours, mais je suis quelqu'un de passionné par l'idée d'avoir à Maurice des modèles de développement beaucoup plus durables. Et donc, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous expliquer un peu comment ça s'est passé dans le cadre de la Smart City de Moka. Mais essayez de l'avoir mentionné, mais je ne suis pas sûr qu'on soit un projet référence. Par contre, on est un projet qui avait à cœur cette thématique dès le début. Et donc, c'est l'occasion de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je propose de démarrer par la gestion des eaux pluviales, en vous expliquant dans une petite vidéo comment ça se passe à Maurice pour ce type de projet, de cette envergure, et les différentes interactions et planifications nécessaires. Donc, si on peut mettre la vidéo, s'il vous plaît. Donc, voilà. Merci.
Donc, en gros, pour résumer ce que vous avez vu, je répéterai que le parcours est long, c'est-à-dire qu'une bonne partie de ce que vous avez vu à l'écran n'a pas encore été réalisé. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps long, mais qui a besoin d'être planifié en amont. C'est ça la clé, vous l'avez déjà dit, je répète. Cette thématique doit être abordée en amont dès la conception du projet, mais aussi l'avantage du Smart Scheme, c'est de pouvoir aborder cette problématique à grande échelle en amont, et pas projet par projet individuellement, mais de traiter la gestion des eaux sur une grande échelle dès le départ, tout en sachant que ça prendra du temps à se déployer au fil des années. Et la clé aussi, c'est la collaboration avec les autorités, vous l'avez bien vu, que ce soit les autorités nationales, la LDA, les autorités locales aussi, avec qui on interagit beaucoup, et aussi avec les citoyens et la conscientisation sur le fonctionnement de la propreté et la maintenance des différentes zones qui servent à gérer l'eau. Néanmoins, un petit point sur les challenges. Malgré tout ça, enfin grâce à tout ça, de nombreuses zones à risque sont maintenant protégées et on est ravis des impacts de cette planification sur des zones anciennement à risque. Par contre, malgré tout ça, on a quand même eu l'année dernière, il y a eu des photos de Paul-Louis, mais il y a aussi quelques zones avec lesquelles on a eu des soucis dans le dimensionnement des infrastructures, malgré que la planification avait été faite en amont. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester agile sur le terrain et que malgré un travail en amont, il faut garder les bons outils et la bonne capacité à s'adapter à un retour d'expérience terrain. Et donc, on est contraint à s'adapter en fonction de ce que l'on constate, indépendamment du travail d'études préalable et de l'accompagnement ou les autorisations préalablement obtenues. Un autre élément important, c'est la gouvernance. Tu en parlais, Michel, super important. La gouvernance de toutes les infrastructures qui servent à traiter ces eaux pluviales, c'est quelque chose de critique, et la conscientisation des citoyens à respecter l'environnement pour que ce qui est construit fonctionne comme prévu. Donc voilà pour Moka en ce qui concerne les eaux pluviales. Je voulais peut-être rebondir sur ce que Eva a dit aussi au niveau des efforts à réduire la consommation d'eau potable. On a une singularité dans la Smart City de Moka, c'est d'avoir deux réseaux d'eau. Donc un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable, justement pour économiser de l'eau potable. Donc comment ça fonctionne? C'est justement en récupérant les eaux pluviales. On a plusieurs bassins de rétention, mais il y en a un peu central, et dans lequel se connectent aussi des eaux traitées dans une station de traitement des eaux usées qui récupère deux quartiers de la ville, les eaux usées de deux quartiers de la ville. L'eau est traitée, réinjectée dans le bassin, mélangée avec les eaux pluviales et réinjectée dans un réseau secondaire. Et donc tous les lots et tous les bâtiments de la Smart City ont donc une arrivée d'eau non potable qui leur permet justement d'économiser de l'eau potable pour des usages qui n'en nécessiteraient pas le besoin. Donc cela est possible grâce à l'obligation qu'ont tous les acheteurs au sein de la Smart City de devoir traiter leurs eaux usées avec des stations de traitement et pas simplement le modèle classique de septic tank. Là, l'eau est vraiment obligatoirement traitée et ça coûte un peu plus cher, mais ça permet de réutiliser l'eau. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien, je pense. Ça permet de baisser un peu la pression sur les besoins en eau potable du pays. Sinon, vous voyez un peu à l'écran la façon dont est résumé le cycle de l'eau.
dans la Smart City. Il y a une autre chose que vous verrez à l'écran, c'est l'utilisation de la technologie pour essayer aussi de réduire la consommation d'eau potable. On équipe tous les bâtiments de la ville avec des smart meters et on donne accès à tous les propriétaires à une plateforme qui leur permet de voir en live la consommation d'eau. Alors normalement, ça conscientise, certains plus que d'autres, mais ça permet en tout cas de pouvoir comparer sa propre consommation par rapport à celle de bâtiments équivalents et donc d'essayer d'être de plus en plus préventif sur sa consommation. Ça permet aussi de détecter les fuites éventuelles dans les différents réseaux. Donc la technologie est aussi un outil qui est pour l'instant installé, peu utilisé par les habitants, je dois dire, mais qui, je pense, au fil de la conscientisation et de l'évolution des mentalités, ça deviendra aussi un enjeu majeur pour économiser l'eau. Merci Samuel pour votre partage d'expérience, je pense très enrichissant pour nous tous. J'aime beaucoup la slide qui a été projetée juste avant et même la vidéo parce que ça permet de se rendre compte de la quantité de travail qu'il y a derrière un développement tel que Moka Smart City et tous les postes de monitoring à mettre en place, le côté innovation technologique, etc. Du coup, ma question suivante va tourner autour de l'expérience de financement justement via Sunref. Comment est-ce que Sunref, incluant l'assistance technique, vous a aidé à mettre en place certains des développements au niveau de Moka Smart City? Quelles ont été les choses positives, les choses un peu moins positives, et comment est-ce que éventuellement cette ligne pourrait s'améliorer, en tout cas sur la partie assistance technique au niveau des porteurs de projets? Oui, non, mais ici, évidemment, tout ça coûte beaucoup d'argent, a besoin de beaucoup d'expertise technique, beaucoup de retours d'expérience aussi d'autres projets, que ce soit au niveau local ou international. Donc, être accompagné, on a été accompagné à déployer tout ça, tant financièrement que techniquement. Donc, je trouve que ça s'est vraiment très bien passé. Et c'est facile que ça se passe bien quand on a tous le même objectif et les mêmes valeurs in fine, avoir une île avec des développements beaucoup plus durables. Et donc, on est vraiment ravis de la collaboration. On espère qu'il y en aura d'autres. Et on a un bon retour. Et ça nous permet aussi d'être réconfortés dans notre capacité à trouver du financement pour tout ce qui est transition énergétique et planification de ce genre d'initiative sur des projets à grande échelle. Et, le hic, c'est que on en parlait, le côté administratif, le panel d'avant, on avait aussi parlé. Ça prend quand même du temps. Et c'est normal, le process est rigoureux. Donc l'avantage que ça prenne du temps, c'est que la rigueur et l'expertise, ça demande du temps. Mais emboîter tout ça avec des séquences de développement qui sont aussi planifiées en amont, ça, c'est un petit challenge, la partie administrative. Et je crois qu'une des forces du pays, c'est que ce soit moins compliqué qu'à La Réunion. Et je crois qu'il faut justement faire attention à balancer les process pour nous permettre d'être agiles et de pouvoir s'adapter. Merci Samuel pour ce partage en toute transparence. Je me retourne vers l'audience pour des questions. Alors n'hésitez pas, il y a le micro qui va circuler un peu autour de la salle. Il y a aussi, je pense, Slido, éventuellement. Bonjour, Daniel Esso des banques. J'ai une question pour Eva, si possible. Concernant la cartographie des zones inondables. Je voulais savoir, enfin, je parle d'une place d'ignorance totale, comment cette carte a été conçue et qui est responsable pour sa conception et son entretien. Comment ça marche, en fait, à La Réunion? Merci.
Bonjour, donc question pertinente. En France, c'est les communes qui sont responsables de monter ce genre de cartographie. C'est obligatoire. Elles sont aidées pour cela par l'État au travers des DEAL. Voilà, et c'est les bureaux d'études généralement qui les réalisent. Et c'est les DEAL qui les instruisent et qui les valident. Il faut savoir que ces cartographies, elles sont révisées tous les 10 ans à peu près, en fonction des connaissances qu'on a acquises, en fonction du changement climatique aussi. Donc voilà, c'est porté par les communes. Merci beaucoup, Eva. D'autres questions? Michael, qui s'y connaît un petit peu sur Sunref quand même. Merci. Je vais peut-être reprendre la toute première question de Stéphane quand il posait le sujet de est-ce qu'on est suffisamment prêt, outillé au niveau national. Je crois qu'on a vu pas mal d'initiatives, solutions ou d'études Sunref secteur privé. J'aurais aimé voir le lien peut-être, si tant est que des réponses puissent être données dans la salle, avec d'autres initiatives ou d'autres études dont on a eu connaissance, mais pas forcément toute la profondeur de l'information, sur justement l'évaluation des drains, des cartographies au niveau national, et qui permettait donc beaucoup plus de coupler la discussion qui a eu lieu sur le privé s'engage et fait des choses, et au niveau public, quelles seraient les dernières actualités ou les derniers accompagnements même de l'AFD à ce moment-là. Est-ce que c'est une question pour les panélistes ou c'est une question pour l'audience ou un commentaire? En fait, peut-être que Michel peut commencer à répondre un petit peu à la question et puis éventuellement AFD pourrait continuer à répondre derrière ou autre dans l'audience. Merci pour la question, Michael. Bon, je vais peut-être me sauver un petit peu, mais enfin, j'ai envie de dire que l'interface public-privé, elle est probablement encore un petit peu à inventer. Aujourd'hui, nous sommes en mesure, enfin, les bureaux d'études sont en mesure d'étudier à l'échelle assez fine ce qui se passe à l'échelle d'un grand bassin versant, comme nous on a pu travailler sur FLAC, mais on a aussi travaillé en amont de nos cas Smart City en proposant, en cartographiant les chemins préférentiels de l'eau pour permettre éventuellement d'aménager autour de ces chemins-là. Donc aujourd'hui, je pense que tout existe aujourd'hui pour pouvoir créer les synergies entre le public et le privé et mettre en cohérence un petit peu, parce que le pays s'est équipé d'un drainage master plan qui cartographie les zones inondables et qui donne des orientations. Et voilà, il faut espérer que ce sera rendu public et que ça fera l'objet de collaboration, de partage. Et ça, ce serait un premier pas vers une forme de mise en cohérence et de partenariat entre les deux. Parce que comme Eva disait, les PPRI ça permet de cartographier très, très finement ce qui se passe à l'échelle d'une commune. On n'est pas encore là, Maurice. C'est-à-dire qu'on a un document de planification à long terme à l'échelle d'un master plan. Donc ça a une certaine portée qui n'est pas la portée d'un PPRI en France. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Il y a des choses qui restent encore, heureusement, à faire et nous sommes sûrement là pour ça aussi. Michel, juste PPRI pour le commun des mortels. Ah, pardon. Et c'est plan de prévention des risques d'inondation, c'est ça, oui. Merci. La démarche, et tu pourras compléter, Eva, mais elle est différente. C'est à l'échelle plus petite, c'est porté par les communes, et c'est un long travail. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, les résultats sont vérifiés, les cartes sont vérifiées, elles sont soumises au public, soumises à enquête publique. Il y a un travail de concertation avec les habitants qui fait que c'est l'acceptation des habitants et des porteurs de projets éventuels sur les secteurs est beaucoup plus forte, parce qu'il y a un travail collaboratif beaucoup plus long. Donc, quand on entend un petit peu dans les médias la question de la publication des études et autres,
Peut-être qu'une des confusions qu'il y a au sujet du Land Drainage Master Plan, c'est la portée qu'on veut lui donner. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'attentes parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et voilà, je pense qu'avec le temps, l'accompagnement, la pédagogie, les choses vont bouger dans le bon sens. Je ne sais pas si Eva, tu veux rajouter un mot au sujet des PPRI. Merci Michel. Question au fond de la salle, je pense. J'ai vu une main se lever. Kelly? Hello, my name's Rosalind Gator and I'm the UK's Task Force on Access to Climate Finance representative in Mauritius. Thank you very much for the very interesting panel. I have a question for Samuel, and I will say as a disclaimer that I live in Mocha and very much enjoy your smart city. But you've talked about how you incorporate current risks in terms of water management, but how do you understand future risks, modelling for 5, 10, 15 years down the line? Thank you. Thank you for the question, and please excuse my English in advance. I'll do my best. No, in fact, we try to plan for more than 20 years ahead. So basically, we need to have a diagnostic of what's existing, the current situation, and then what is the project intent in terms of density, in terms of green space, in terms of current drainage system, in terms of existing water flows, rivers. So we try to match an initial intention with the potential that the area could cater in terms of density in the long term, compared to what infrastructure could be done to manage water. So what you've seen on the plan, basically we are more or less about 1/3 of the development, but the water infrastructure is planned to cater for the full area already developed. Merci Samuel. Autre question, est-ce qu'on a des questions sur Slido, par exemple, ou pas forcément? Peut-être profiter de cette question pour rebondir un petit peu sur ce que Samuel a J'ai des questions sur Slido, excusez-moi. Alors, j'ai perdu. Alors, voilà. Quelles solutions techniques et financières la finance durable peut-elle apporter aux petits morcellements et constructions individuelles? Il y a quelqu'un qui veut prendre cette question. Je veux bien démarrer, vous pourrez compléter. En fait, tout ce qui se fait à l'échelle d'un gros projet pourrait se faire aussi à l'échelle d'une villa individuelle. Équiper la maison d'un récupérateur d'eau de pluie, par exemple, ça peut être fait à l'échelle individuelle. Faire de la rétention des eaux pluviales dans son jardin ou mettre une tranchée drainante, ça peut être fait aussi à l'échelle individuelle. On sait que même si on construit une seule maison, en fait, on va augmenter les débits rejetés du fait de l'imperméabilisation. Donc finalement, tout ce qui est proposé sur un gros projet pourrait être décliné à l'échelle individuelle, avec peut-être des financements adaptés à la taille du projet. Merci. Enfin, moi, ce que je peux rajouter, c'est que via la ligne Sunref, la porte d'entrée en termes de financement autour de la gestion de l'eau, c'était bien sûr la captation d'eau de pluie. Après, je pense que, voilà, comme disait Eva, il y a aussi d'autres systèmes potentiellement à mettre en place au niveau individuel. C'est des avenues à explorer. À la fois en termes de technicité, en termes de capacité de mise en œuvre chez le particulier, mais aussi en termes de financement derrière. C'est des technologies, des actions, bien sûr, qui peuvent être discutées très concrètement avec les banques, je pense. Mais
Le fait est qu'aujourd'hui, au niveau de Sunref, que ce soit Sunref, je pense, 2 ou 3, la principale action a été de financer la captation d'eau de pluie. Mais, of course, we need to go further, if possible. Oui, pour Peut-être ajouter- Michel voulait rajouter quelque chose, Amandine. Oui, peut-être un exemple de ce que j'ai pu voir par ailleurs dans une collectivité en France qui avait mis en place un système d'accompagnement financier pour les particuliers qui visait à réduire la part d'eau pluviale qui était rejetée au réseau public. Ça pouvait consister à désimperméabiliser une zone, à mettre en place des cuves de rétention. Donc il y avait un mécanisme de financement au mètre carré de surface imperméabilisée qui était subventionné par le public. Donc il peut y avoir des choses relativement accessibles et simples qui peuvent être financées, mises en place, même à très petite échelle. Merci. Alors, il nous reste un petit peu de